Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 2, Vincent Bogart, brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette, près de Lens. Installée dans une ancienne menuiserie, la brasserie Saint-Germain est née en 2003, fondée par 3 copains. Elle produit notamment la page 24 et privilégie, autant que possible, les matières premières produites dans la région des Hauts-de-France. En 2018, la brasserie fête son 15e anniversaire. On pousse la porte, Vincent Bogart nous accueille. Il y a 15 ans, c'était une petite entreprise et ses créateurs étaient bien loin d'imaginer ce que l'avenir leur réservait. Toute petite, avec des petites ambitions, parce qu'on s'était un peu basé par rapport à ce qui se passait à l'époque. Et puis 3 copains conscients qu'on ne peut pas tout faire, et puis en même temps il n'y a pas non plus le marché qu'on connaît aujourd'hui actuellement, mais voilà, 15 ans aujourd'hui. Quelle était l'ambition au départ? Quels étaient les objectifs? Alors, 2500 hectos en fin de carrière, avec un outil de travail sur lequel on avait investi à 5000, pour dire si on a des enfants qui veulent reprendre, ou s'ils ne reprennent pas, qu'on vende, et qu'il y ait quand même de quoi voir au niveau du matériel pour le repreneur. Voilà, on était parti sur 2500 hectos, 1 hecto 100 litres, pour ceux qui veulent pas calculer trop longtemps. Voilà, c'était modeste, et en même temps déjà un petit peu ambitieux, parce que peu de brasseries arrivaient déjà à ce volume-là, en tout cas dans les créations, quoi. Il fallait déjà monter sur des brasseries assez historiques pour pouvoir avoir déjà le double en volume. Donc on s'était dit, le marché il est pas là, et puis le marché il s'est ouvert, on l'a créé aussi, on a participé à le créer avec les 120 autres brasseries qui étaient présentes en France à l'époque. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est le succès qu'on rencontre. Et pour grandir aujourd'hui, on a arrêté de se baser sur un volume, en fait. Nous, c'est pas le volume qu'on veut faire. On se met pas une barre en voulant, je vais en faire 20 000, 30 000, 50 000. Non. Nous, c'est qu'est-ce qu'on veut faire encore au sein de la brasserie. Est-ce qu'on s'éclate encore en faisant 10 000 hectos ou 20 000 ou 30 000? En fait, notre barrière, elle est là, quoi. Donc, tant qu'on s'éclate et puis qu'on grandit, et de toute façon, une entreprise a besoin de grandir. Aujourd'hui, la brasserie a atteint un rythme, alors qui n'est peut-être pas son rythme de croisière, mais elle tourne plutôt pas mal, mais au-delà des objectifs de départ finalement. Ah, carrément, parce que là on est déjà à saturation, c'est déjà la 3e phase d'investissement qu'on fait. Là on est en train d'en refaire une, donc notre brasserie elle est à saturation, parce qu'on a créé aussi une 2e activité qui est la distillation, donc ça demande aussi beaucoup de place et beaucoup d'énergie et de fermentation, de tanks de garde et autres. Et donc là on est à saturation, on redémarre un investissement pour passer une barre où on pourra monter à 18 000 hectos. Voilà. On rencontre de temps en temps des brasseurs qui sont brasseurs de père en fils, ils sont tombés dans le chaudron quand ils étaient petits. Toi, quelle est ton histoire? C'est simple, moi au départ je suis... on a toujours bu de la bière à la maison, enfin en tout cas mes parents, mes grands-parents, l'histoire classique des gens du Nord, quoi. Et puis j'ai toujours été un peu baigné là-dessus, mais pas forcément les bières spéciales. Et puis moi je suis charcutier de métier. Parce que mon papa lui était boucher et moi je suis rentré comme charcutier pour être traiteur, donc ça c'est encore autre chose. Et puis lors de mon 2e maître d'apprentissage, en fait je travaillais à 200 mètres du McEvans de Lens, qui de fin des années 80, début 90 était quand même un des rares bars à bière avec 12 tirages pression et 500 bières bouteilles, qui était déjà exceptionnel. Donc j'ai commencé à goûter les bières et puis à collectionner les sous-bocs et les verres, et puis à attendre la bière du mois et à aller goûter des choses différentes. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est tombé dedans. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler justement pour ces gens qui avaient créé le McEvans à Lens, qui ont créé la Taverne de l'Écu à Arras, qui aujourd'hui n'existe plus. Et après, ils ont créé la Taverne de l'Écu à Lille. De là, ils m'ont appelé en me disant écoute, puisque tu aimes la bière et que ça t'intéresserait la fabrication, puisque c'est de la cuisine, comme la charcuterie et autres, écoute, si ça t'intéresse, on t'embarque dans l'aventure. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé comme brasseur en 97. Donc là, ça va faire presque 21 ans que je fais de la bière. Et puis à l'époque, on n'était pas nombreux. Il y avait Daniel Thirier, il y avait tout juste la Moulin d'Ascq avec Mathieu Lepoutre. On était très peu en brasserie, mis à part les quelques-uns installés, mais c'était pas beaucoup non plus. Et puis c'est venu
venu comme ça. Et puis un beau jour en 2000, changement de matériel, devenu trop petit. On avait contacté la brasserie du Ch'ti, la brasserie Castelin, qui avait senti le créneau un petit peu de l'assistance et de la vente de matériel que nous, les petits brasseurs, on aurait besoin. Peut-être un peu trop tôt par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Et puis j'ai rencontré Hervé, mon associé, et avec qui je m'étais bien entendu. Lui, il était en stage là-bas, et puis après, il est allé voir dans d'autres horizons. Mais on s'est bien entendu, puis on s'est dit, peut-être un jour, on fera quelque chose ensemble. Et puis moi, presque 30 ans, je dis, tiens, je me mettrai bien à mon compte. Et puis mon frère me dit, moi, je te suis, parce qu'à force de faire le chauffeur pour tous les salons, pour que tu ailles goûter des bières un peu partout, ça commençait à l'intéresser. On a commencé à monter le projet à 2, et puis Hervé est arrivé aussi, et puis on est parti à 3 en mai 2003. Voilà. Et là, la brasserie vient d'avoir 15 ans. 15 ans, c'est une jeune brasserie? Ah, complètement, ouais. C'est jeune et en même temps c'est déjà vieux par rapport à tout ce qui s'est déjà passé. Non, c'est jeune, 15 ans, on commence à avoir fini de rembourser certains emprunts, comme ça on peut en redémarrer pour pouvoir grandir ou alors se soulager un petit peu sur certaines charges physiques. C'est jeune et c'est vieux en même temps, quoi. Aujourd'hui il y a des vagues successives. Aujourd'hui c'est presque une brasserie tous les 3 jours qui se crée en France. On est 1300. Donc ça fait loin des 120 brasseries que nous on a connues, toutes tailles confondues. Mais c'est pas fini, ça va encore grandir. Mais il y a d'autres pays comme ça qui nous montrent l'exemple. Les États-Unis, c'est 3000 microbrasseries. Donc il y a encore de quoi voir, quoi. Le fleuron de la brasserie Saint-Germain, c'est la page 24 blonde réserve Île-de-Garde. Explique-nous un peu l'histoire de cette bière. En fait, on a fait ce qu'on appelle un petit peu à la mode un brainstorming. Donc on avait une grande feuille de papier, puis on notait un peu tout ce qui nous passait par la tête. Et puis dans tout ce qui nous passait par la tête, le chiffre 24 ressortait énormément. Et puis on voulait quelqu'un d'historique en fait, un petit peu au niveau de la bière, mais pas Gambrinus, parce que Gambrinus c'est plutôt le roi de la bière et c'est plutôt la Belgique qui célèbre Gambrinus, que nous dans le Nord on célèbre plutôt Saint-Arnoux. Et voilà, et puis c'était déjà fait, et puis on était plutôt sur Île-de-Garde, parce que nous notre créneau c'est quand même le houblon en fait. L'Île-de-Garde blonde, il y a 15 ans quand elle est sortie, tout le monde disait mais c'est trop amer si tu continues comme ça, mais ta boîte elle va pas durer, quoi. Ça va disparaître. Aujourd'hui quand on boit l'Île-de-Garde, il n'y a rien qui a changé au niveau de la recette, c'est toujours les mêmes producteurs, c'est toujours le même matériel. Et on nous dit mais c'est pas assez amer, comme quoi le goût des gens évolue. Voilà. Et puis dans le brainstorming tout ressortait au niveau d'Île-de-Garde et puis du 24. Donc en fait il y avait des pages qui manquaient dans ce livre d'Île-de-Garde, et puis nous le chiffre 24 c'est 24 kg de malt à l'hecto, 24 degrés de température de fermentation, 24 jours de garde minimum, voilà, et 24 degrés de refermentation en bouteille pour la version bouteille. Et puis on était à 6, on a bu chacun 4 bières pendant la réunion, et ça faisait du 24, et le 24 apparaissait partout, jusque à France Télécom à l'époque on leur avait demandé le chiffre 24 pour dire de faire cool, quoi, à la fin du numéro. Et notre indicatif départemental c'est toujours 0321, ça fait 24, 72 c'est 3 fois 24, et 24. Voilà, il n'y a qu'à l'euro-million où pour l'instant ça marche pas, mais peut-être un jour. Et alors Île-de-Garde, elle a beaucoup écrit sur les plantes, elle dit quelque chose de particulier sur le houblon, ou ça n'a rien à voir? Oui, parce qu'en fait, elle s'était aperçue sans microscope, sans rien, qu'au début du Moyen-Âge, les brasseurs qui mettaient du houblon dans la bière, parce que c'était pas obligatoire de mettre du houblon, c'était une infusion de céréales avec tout ce qui traînait, pour donner un peu de goût. Le houblon, en fait, est un conservateur naturel, ça on a aperçu au Moyen-Âge. Donc, elle n'a pas découvert le houblon, elle n'a pas rendu obligatoire le houblon, c'est juste qu'elle s'est aperçue, elle, que le houblon était un conservateur naturel. Donc, à partir de là, au fil des siècles, en fait, c'est devenu en fait un des éléments, c'est un peu le sel du brasseur, quoi, des fois sur la bière. Pour nous, Île-de-Garde en fait était importante à tout ce qu'on faisait, quoi. Voilà. On cherchait un personnage un petit peu là-dessus, et puis en même temps, c'est vrai qu'il y avait pas mal de similitudes en fait, nous avec notre 24, quoi. Et alors la recette de la page 24 blonde réserve Île-de-Garde n'a pas bougé en 15 ans? Non, ni la levure, ni le matériel, ni la technique, rien. On travaille toujours avec les houblons des Flandres. On travaille toujours avec de l'orge régionale maltais au plus proche ou en région. Voilà, tout ça n'a rien changé. C'est juste le goût des gens en fait qui s'est habitué.
et qui aujourd'hui nous dit mais c'est pas assez amer. Bah ouais, mais on change pas une recette quoi. Donc on a créé d'autres bières avec plus d'amertume, comme la Malteops ou des choses comme ça, mais que les gens en fait boudent parce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils restent tout le temps sur la même. Mais ouais, l'île de Garde en fait est venue comme ça. Et l'île de Garde en fait est née de simplement on avait 5 bières dans la brasserie. On avait commencé à démarcher les bouchers, les fleuristes, enfin tous ceux qui faisaient un peu de produits régionaux, des choses comme ça. Et on savait qu'un jour on irait en grande surface parce que à l'époque, je crois que les chiffres, c'est à peu près 80% des gens achetaient leur bière en grande surface. Et ne pas y aller, c'était se mettre une balle dans le pied. Voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, il existe des cavistes. Il y a 15 ans, il existait 3 cavistes dans le Nord qui vendaient de la bière, quoi. Donc et puis, contrairement à tout ce qui se faisait, nous on a dit mais on va créer 2 bières que pour les grandes surfaces. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est en grande surface qu'on baisse la qualité, au contraire. Donc par rapport à la blonde plus classique qu'on avait, on mettait déjà 1 degré d'alcool de plus, on mettait des houblons différents, mais toujours avec un approvisionnement local. Et c'est venu comme ça en fait. Voilà. Et la réserve de Île-de-Garde est née et aujourd'hui c'est notre première vente bouteille et fût. Après la réserve Île-de-Garde, il y a aujourd'hui 15-16 bières brassées en permanence ici à la brasserie Saint-Germain. Ouais, et il y a des grands classiques comme la blanche, la triple qui marche très bien, de l'ambré, voilà, tout ça c'est des classiques, des brunes. Et puis à côté de ça, on a créé il y a peut-être 7 ans, on a pris un gros virage, c'était d'aller fabriquer les styles de bière qui existent un peu partout dans le monde. En France, malheureusement, je veux une blonde. Bah oui, mais une blonde, ça fait 3 degrés, comme ça en fait 15. Ça veut rien dire, quoi. C'est rond, c'est sucré, c'est amer, c'est léger, c'est tout ce qu'on veut. Alors que dans le monde entier, en fait, on parle de style. On veut une ale, une pale ale, on veut une barley wine, on veut une imperial stout. Et tout ça, en fait, correspond à peu près à un petit cahier des charges qui est mondial. Ah, bien sûr, il y a des variantes, hein. Il y en a qui mettent plus ou moins, mais ça, quand on commande une stout, on sait à quoi ça va ressembler, quoi. C'est un peu la famille des Guinness, quoi. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, on risque pas de tomber sur une blonde ou sur une blanche, quoi. Quand on commande une stout, c'est une stout. Après, qu'on aime ou pas, c'est autre chose. Mais voilà, donc on a fait le petit pari là-dedans, et puis ça commence à bien prendre. Bien sûr, quand vous êtes précurseur, vous galérez un peu plus que quand vous prenez le créneau, voilà, quand c'est lancé. Mais on n'aime pas trop subir la mode, quoi. La mode, on aime bien la créer et pas la subir. Ça nous colle plus au niveau des bières. Et puis aujourd'hui, c'est un créneau qui commence à bien marcher. On commence à trouver des adeptes un peu plus réguliers sur ce genre de choses. Et là, pour les 15 ans de la brasserie, on s'est mis aussi à brasser 15 bières différentes avec tous des gens qu'on a rencontrés depuis 15 ans, avec qui on a eu une bonne petite histoire. Par exemple, on avait un créateur de bière là-bas dans les pays nordiques. On avait créé la bière à la rhubarbe avec lui. Et puis là, il est parti en Grèce et on a dit écoute, c'est l'occasion de revenir nous voir et puis nous dire bonjour. Donc on a créé une bière. Donc lui, sa brasserie, c'est Solo Beer. Voilà, donc on a refait quelque chose. Là, on a invité des copains du Kentucky qu'on avait rencontrés il y a 2 ans là-bas. Là, c'était match retour. Ils sont venus chez nous. On a brassé fin juillet. Et c'est une bière qui va être en vraiment toute petite série. Normalement, pour mi-septembre, ça sort à la pression dans quelques bars. C'est une bière très légère au concombre. Voilà, c'est très désaltérant. Il y a des trucs de fou. On a fait une bière avec des coquilles d'huîtres fumées. Puis à côté de ça, on sait faire aussi des blondes, des ambrés. Voilà, c'est un peu un moment aussi où on peut se lâcher, quoi, sur plein de trucs. C'est pas des grosses séries, c'est pas facile à trouver. Des fois, c'est vrai que c'est dans certains bars spécialisés ou certaines caves, mais c'est bien aussi de chercher un petit peu là-dessus, quoi. Alors, pourquoi, question un peu saugrenue, mais pourquoi brasserie Saint-Germain et pourquoi Aix-Noulette ? Alors, brasserie Saint-Germain, tout simplement parce que c'est le saint patron de la commune. On a la belle église Saint-Germain, qui est une des seules églises de la région avec 3 pans. Et puis Aix-Noulette, parce qu'en fait, on a un ancrage familial qui est ici. On est tombé sur cette ancienne menuiserie qui nous paraissait super grande, 1500 mètres carrés à l'époque, pour pouvoir y faire de la bière. Mais de toute façon, on cherchait quelque chose entre Arras et ici, en fait. Et puis Aix-Noulette aussi a abrité une grande brasserie, une grande famille de brasseurs, qui est la brasserie Bram, qui a toujours été assez visionnaire et qui a fermé ses portes en 86 ici dans le village. Il y a presque 200 personnes qui travaillaient ici, donc c'était quand même déjà une belle société, mais qui a
qui a beaucoup souffert en fait à l'époque, qui n'avait pas vu peut-être assez vite venir le créneau des bières spéciales et le changement de consommation. Voilà, le consommateur voulait autre chose et beaucoup de brasseries sont restées sur le carreau à cause de ça. Donc il y avait un gros ancrage familial. Il y a encore les bureaux de la brasserie, il y a encore quelques bâtiments, il y a encore une ancienne malterie qui vient d'être rénovée. Et voilà, il y a un gros ancrage brassicole ici. Et qu'est-ce qui a contribué à faire décoller la brasserie? Alors, la grande distribution, oui, mais encore, aujourd'hui, on trouve les cavistes. Tu nous disais qu'il y avait eu aussi un gros développement de ce secteur dans la région des Hauts-de-France. Ouais, en fait, c'est tout un ensemble. Forcément, s'il y en a un qui fabrique, et après, il faut le réseau aussi pour l'écouler. Donc, on a commencé à avoir des cavistes passionnés qui ont commencé à voir un peu aussi les choses différentes. Parce que forcément, en concurrence avec la grande distribution, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait apporter ce que les autres ne pouvaient pas apporter. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on avance. Et ça a été la même chose dans les restaurants. Les gens voulaient du local et on leur proposait tout le temps du vin. Donc, ou des bières pas fabriquées dans la région ou étrangères. Donc il y a un moment, tout le monde s'est dit mais il y a peut-être quelque chose autre à faire, quoi. Puis à force de nous voir aussi sur les salons, puis d'aller faire du porte-à-porte en disant mais prenez ma bière. Non, mais elle est forte. Je dis non, elle est forte en goût, mais en alcool j'étais moins fort que tout ce que les standards en fait y vendaient. Donc il a fallu passer du temps aussi à rééduquer les professionnels, à leur faire comprendre que ma bière n'était pas plus chère qu'une bière industrielle ou qu'une bière qui venait d'Angleterre d'une toute petite brasserie parce qu'elle était reconnue ou autre. Donc c'est du temps, il faut les inviter ici à la brasserie, il faut aller les voir, il faut entretenir ces relations-là. Et puis à force de persévérance. Et puis aujourd'hui, on a tout un réseau qui est en train de se monter. C'est des brasseurs, des revendeurs spécialisés qui savent parler du produit que le brasseur a mis en place, des revendeurs, des bars, des restaurants, toutes ces choses-là, des cavistes, mais qui savent parler et qui s'y intéressent et qui poussent aussi maintenant les brasseurs en disant mais si tu avais eu ça comme idée, mais vas-y fais-le parce que moi je le sens, je suis capable d'en vendre dans mon magasin, quoi. Donc aujourd'hui c'est un maillon qui est assez intéressant. Donc là, ce qu'on entend, en fait, c'est les électrovannes de la salle de brassage. On a investi en fait sur un système un peu automatisé dès le départ dans la brasserie, parce que comme on était 3 et qu'on voulait absolument avoir tous les 3 le même tour de main, on a un ordinateur avec le process en fait qui est centralisé. L'ordinateur ne fait pas tout, il ne met pas le houblon, il ne met pas le malt, c'est à nous quand même d'avoir la main dessus. Mais par contre, il y a des horloges dedans qui fait que, attention, là tu es en train de fumer, tu pensais en avoir pour 2 minutes et en fait ça fait 5 minutes que tu es parti. Et comme il faut qu'on ait tous les 3 le même tour de main pour qu'on retrouve absolument le même produit, c'est pas une question de qualité, c'est que il faut avoir la même densité pour avoir le même alcool à la fin, avoir le même goût maltais ou plutôt houblonné, que le houblon était mis à tel ou tel endroit. Donc c'est pour ça qu'on a une assistance un petit peu informatisée pour dire qu'on est tous les 3 le même tour de main. Aujourd'hui on est 5 à savoir brasser, donc c'est vraiment important que tous les 5 on ait le même process en main en fait. Pour sortir de la même bière. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait en petit volume, c'est de ressortir à chaque fois le même style de bière, que le consommateur en fait s'y retrouve et il dit pas tiens il y a une variante. Il y a des consommateurs qui l'acceptent que oui c'est artisanal, c'est petit, que une fois elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, mais en même temps il y a beaucoup de monde aussi qui ne l'accepte pas. Alors où est-ce qu'on est ici ? Alors ici on est dans la salle de brassage, donc l'été il fait très chaud, l'hiver on y est bien. Là pendant les grosses chaleurs de cet été on est monté jusqu'à à peu près 38 en température. Donc c'est qu'ici en fait on met en œuvre le malt concassé mélangé avec de l'eau, où on va faire des paliers de température pour transformer l'amidon en un jus sucré pour faire ensuite une ébullition, et dans cette ébullition on va y mettre du houblon, des épices, et puis on va en fait créer notre mou pour la bière. Ça s'appelle pas encore de la bière parce qu'il n'y a pas de fermentation. Et ensuite, juste à côté de la salle de brassage, on aura en fait les tanks de fermentation. Et là, la bière va y rester entre 5 et 6 jours à une température de 24 degrés. Et la levure va manger le sucre qu'on a fabriqué avec les paliers de température tout à l'heure et le transformer en CO2 et en alcool surtout. Donc on va faire ça pendant 5 à 6 jours avec un contrôle journalier. Et au bout de 5 à 6 jours, on va peser la bière
On va prendre un densimètre, on va peser un échantillon et à partir de là, on sait si on arrête la fermentation. Et en fait, on arrête la fermentation en passant en garde. La garde, c'est endormir la levure en abaissant la température dans le fermenteur de 24 degrés au plus près de zéro. Ce qui fait que la levure s'endort. On repiquera le pied de levure en fait pour refaire une autre bière la semaine d'après ou quelques jours plus tard. Et puis la bière va commencer à s'affiner parce que si on devait boire la bière en fin de fermentation, il y a un petit peu des composés soufrés, un petit peu comme le pain au levain. Et c'est la garde en fait qui va affiner naturellement. Donc c'est pour ça qu'ici dans le Nord, comme on fait de la fermentation haute, historiquement, on a des bières de garde qui vont passer minimum plus de 21 jours en frigo, entre 0 et 2 degrés, pour affiner justement le goût de la bière. Tu parlais d'épices, qu'est-ce qu'on met comme épices dans une recette de bière ? Ça peut être de l'écorce d'orange, ça peut être de la coriandre, ça peut être de la badiane, ça peut être... Tout dépend le style de bière. Après, il y a des bières où il n'y a pas d'épices, mais c'est la levure qui apporte un plus. Et après, il y a des bières où, en fait, où il y a de l'épice qu'on a voulu vraiment mettre volontairement dedans, mais qui... On ne le ressent pas en tant que tel. Par exemple, nous, la triple, on met de l'écorce d'orange. C'est fondu. Au goût, on ne sent pas l'écorce d'orange, mais ça, plus le reste est bien dosé, ça apporte une petite typicité en plus. C'est le secret du chef ? Ouais, carrément. Les quantités surtout. Donc ici, là, on est dans la salle de fermentation. Donc on a toute la semaine là, pour remplir les 9 fermenteurs de 40 hectos. Ça fait 18 brassins. 18 brassins pour remplir ici. Donc voilà, on démarre le brassage ce matin à 6h. On finira jeudi dans l'après-midi. La bière aura déjà commencé à fermenter pour celle du lundi et puis celle du jeudi et ça se terminera la semaine d'après. Donc une fois que c'est là, ça démarre sa garde une journée ou deux et après ça ira la finir dans une chambre froide, là où on va rentrer, là justement où il fait que 2 degrés. Allons dans la chambre froide. Ah oui. Voilà. Donc la chambre froide où on a 8 tanks couchés qui nous servent en fait pour tout ce qui est houblonnage accru. Le houblonnage accru, c'est une technique supplémentaire qu'on fait ou qu'on ne fait pas selon la recette qu'on veut, où par exemple on va remettre du houblon dans la cuve de garde. Donc là c'est intéressant d'avoir des tanks couchés avec une porte au-dessus pour pouvoir y incorporer le houblon ensuite. Voilà. Et après on a une salle de garde où les tanks sont debout, où là il n'y a pas de problème, on n'a pas à réouvrir la porte pour mettre du houblon à l'intérieur. Donc on a deux salles de garde, toutes les deux à la même température. Et en même temps c'est ici aussi qu'on conserve les houblons, parce qu'en frigo, en fait, c'est mieux pour la conservation de la matière. Ici, nous sommes dans la salle de conditionnement, donc fût et embouteillage. Notre process ici, c'est de la refermentation bouteille. Donc, c'est remettre de la bière en effervescence, parce que dans le process qu'on a vécu avant, nous, on n'a pas gardé son propre CO2. Ça permet en fait la fermentation bouteille de ne pas pasteuriser par exemple la bière et de pouvoir aussi lui apporter des arômes supplémentaires avec une fermentation qui se passe dans la bouteille ce coup-ci. Donc on peut remettre la même levure ou une autre levure dans la bouteille, on remet un tout petit peu de sucre, on met ça en bouteille et ensuite on va dans une pièce à 24 degrés pendant 15 jours minimum et de là en fait on recrée les mêmes conditions dans la bouteille que dans le fermenteur du départ. C'est un process un peu plus long, il y a plus de nettoyage, il y a plus d'hygiène à avoir, mais par contre ça apporte des arômes complètement différents au niveau du produit, quoi. Là on peut encore aussi s'éclater avec d'autres souches de levure. On a plusieurs souches de levure ici dans la brasserie avec lesquelles on s'amuse, dont des levures de champagne par exemple, pour faire des barley wine ou des choses comme ça. Donc ici, c'est un gros investissement de la brasserie, la salle de conditionnement, parce qu'on peut fabriquer la meilleure bière du monde avant à la salle de brassage, à la fermentation en garde. Si elle n'est pas mise en bouteille ou en fût dans du matériel qui correspond vraiment à ça, vous allez faire rentrer de l'air, vous allez faire un mauvais conditionnement, et puis votre produit évoluera pas très bien, et il va mal vieillir, il va changer de goût, c'est pas du tout la fraîcheur que vous aurez voulu, et là c'est bien dommage, quoi. Donc ici c'est vraiment un des points stratégiques de la brasserie. La refermentation en bouteille permet d'avoir une bière qui est naturellement effervescente, alors qu'au fût, on rajoute le CO2. Voilà, on rajoute du CO2 parce qu'il faut contrôler en fait vraiment le CO2 du début jusqu'à la fin pour avoir le même débit. On ne pourrait pas se permettre, nous ici en fût, on n'a pas la technologie assez suffisante pour pouvoir avoir des variations, quoi.
on sait que notre bière doit sortir à tel gramme de CO2, parce qu'après sinon on aurait trop de problèmes dans les caves, au niveau des températures, au niveau des installations qui ne sont pas du tout les mêmes d'un bar à l'autre et tout. La longueur de tuyau aussi, ça paraît pas, mais il y a encore tout un métier derrière. Donc là par contre on est obligé de réinjecter du CO2, on reçoit du CO2 en citerne et on fait ça ensuite au fur et à mesure du conditionnement. Une fois qu'on sort d'ici, elle est prête à boire. Pas quand on sort de la salle de conditionnement. En fût, oui, mais par contre, en bouteille, il faut encore passer 15 jours dans une chambre chaude. Donc là, on va y aller. C'est une pièce qui fait 700 mètres carrés. Il fait 24 degrés aussi bien en haut, à 2 cm du plafond, qu'à 2 cm du sol. Il faut qu'il y ait une aération qui tourne, que la température soit là, parce que la levure, en fait, c'est comme ça travaille pas. Et si on ne la met pas dans des bonnes conditions, elle ne travaillera pas. Donc après, il y a un truc à faire, c'est de reprendre par exemple les 10 000 bouteilles de production du matin, de les reprendre à la main une par une et puis de les rescouer de façon à faire comprendre à la levure qu'elle va redescendre dans le fond et peut-être avoir l'espoir de la relancer derrière. Donc c'est un boulot de titan, donc on essaye de faire ça proprement dès le départ. Pour terminer les 5 dernières minutes, avec 2 bières que tu nous proposes de découvrir aujourd'hui. Alors là, donc on vient de goûter une bière éphémère, avec modération forcément. Une bière éphémère en fait qu'on a fait avec les brasseurs masqués, donc ça c'est dans le cadre des 15 ans, donc des toutes petites séries, 3000 bouteilles en 33 centilitres. Donc c'est une bière, c'est un style barley wine, un style britannique assez alcoolisé, ça fait quand même 11 degrés d'alcool, avec une levure de champagne, donc c'est une bière très ronde, très compotée, une petite amertume assez présente sans être trop amère, mais en fait dans laquelle on a laissé un petit peu infuser des coquilles d'huîtres mais fumées. Donc on est allé voir un charcutier, on a fumé des huîtres, on a fait une petite macération, on a mis des algues et en fait ça apporte un petit goût iodé en fait à la bière, un petit peu fumé, c'est super intéressant, c'est des bières de dégustation à boire à 2-3 la petite bouteille, parce que c'est assez fort et c'est pas très désaltérant non plus, donc voilà, c'est vraiment bière dégustation. Et puis après à côté on goûte, alors là complètement différent, une sour ale, donc en fait c'est une blonde dans laquelle on a ajouté du yaourt pour pouvoir, au cours de la fabrication, pour pouvoir avoir un petit côté acidulé, en fait, assez rafraîchissant, un petit peu comme une blanche dans la bière. Donc en cours de brassage, on abandonne la bière, on fait le nettoyage du bloc chaud de la semaine et puis on remet le mou de la bière dedans, on met sous gaz, on met du yaourt et puis on attend que le yaourt acidifie et le lundi matin en fait on reprend la main dessus, on fait une toute petite ébullition, on met un houblon qui s'appelle Sorachi qui apporte un peu des notes un peu coco, un peu passion et on en remettra après en houblonnage accru comme j'expliquais tout à l'heure quand on remet du houblon dans la cuve de garde et ça nous sort une petite bière légèrement acidulée, très rafraîchissante l'été. C'est pas vraiment le style de bière l'hiver, même si vous pouvez vous régaler avec, mais c'est plus des bières qui vont désaltérer et c'est assez sympa, là, il y a ça jusqu'au mois d'octobre à peu près. Voilà. Et là, on sort complètement de la traditionnelle blonde, page 24, réserve Île-de-Garde, qui a fait les heures de gloire de la brasserie Saint-Germain. Là, c'est vraiment le charcutier qui revient au fourneau et qui concocte sa propre recette. Ah oui, complètement. Ouais, ça change complètement de ce qu'on fait habituellement. Puis même pour nous, c'est bien aussi de pouvoir savoir qu'on a encore cette capacité d'innover et de s'amuser. Je crois qu'on s'embêterait en fait à tout le temps faire la même chose. Donc c'est plutôt bien et c'est super intéressant aussi pour souder les équipes ici au sein de la brasserie, de pouvoir un peu travailler justement, ne serait-ce que sur la recette, sur la création de l'étiquette, ça part des fois dans des délires, mais c'est sympa, ça soude un peu l'équipe, quoi. Et vis-à-vis du consommateur, comment est-ce que c'est accueilli ce genre de recettes un peu innovantes, osées ? En retour direct ici au magasin, on a des consommateurs qui ne changeront jamais. Ils ont tel style de bière, ils viennent pour ça et jamais ils oseront acheter autre chose. C'est ça, c'est tout. Ils se régalent avec ce qu'ils ont. Et puis on en a d'autres qui, j'en ai marre. Moi j'aime bien vos bières, mais de temps en temps j'aimerais bien changer. Justement, on a ça qui est nouveau et tout. Alors après ils accrochent pas, ou des fois 2-3 ans après, ça arrive et ils nous disent.
Ah ben c'était peut-être un peu trop tôt pour mon palais, mais aujourd'hui maintenant je suis capable de boire tel ou tel style de bière, j'aime bien. Et ouais c'est bien de recréer un petit peu de nouveauté parce que les gens viennent et puis ils savent pourquoi. Et puis tiens vous avez rien de nouveau en ce moment, c'est même eux d'ailleurs qui réclament. Là la bière de Noël en fin d'année, là on a déjà des précommandes si on veut quoi, c'est tout le temps. Et puis après c'est tiens je vais partir en vacances, je vais voir mon beau-frère, ma belle-sœur, qu'est-ce que vous allez sortir d'ici là, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, est-ce que je peux leur en emporter, voilà c'est un peu leur carte de visite, quoi. Ils descendent le Nord en bouteille dans le reste de la France. Merci à Vincent Bogart de nous avoir ouvert les portes de sa brasserie, la brasserie Page 24 à Aix-Noulette dans le Pas-de-Calais, un lieu que je vous propose de découvrir en images via l'Instagram du Podcapsuleur. La brasserie Saint-Germain se visite le samedi sur rendez-vous à 10h, 14h30 et 16h. C'est des visites commentées. Vous retrouverez toutes les infos utiles sur le site page24.fr. Je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Vous retrouvez aussi le Podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.